Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'ENSA pour cette conférence, qui n'est pas vraiment une conférence d'ailleurs, qui est plutôt un dialogue entre Sébastien Faucon, qui est à Rochechouart, et qu'on voit en tout petit en haut à droite de l'écran, mais qui est qu'à contact, donc qui reste à l'isolement, mais qui est quand même présent avec nous ce soir. Merci beaucoup. On est très heureux. Et Michele, est-ce que je me lance? Ciacciofera, oui. Allez, pas trop mal, qui nous fait le grand plaisir de venir à notre rencontre pour parler de sa démarche et de ses créations que certains d'entre vous ont peut-être déjà vues, que d'autres verront prochainement, la semaine prochaine, je crois, il y a une visite organisée. Et puis, c'est l'atelier édition aussi qui accueille Michele demain dans un temps d'échange. Donc, ça nous permet d'initier ce dialogue. Donc, je ne serai pas plus longue et je vous laisse la parole et on fera passer le micro, bien sûr, à la fin pour les questions. Voilà, merci. Merci. À toi, Sébastien. À moi. Écoutez, bonsoir. Je vois personne, je ne vois que Michele. Donc, je vous salue tous néanmoins. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous pour cette présentation par Michele de son exposition qu'on a actuellement en cours à Rochechouart jusqu'au 15 décembre. Je suis effectivement, alors je ne suis pas qu'à contact, je suis carrément Covid+, et donc je suis à l'isolement toute la semaine. Donc je ne croise personne et donc je ne fais que répondre à mes mails et au téléphone et aux visios. On remercie quand même Zoom pour nous avoir inventé la visio. Du coup, en fait, cette présentation, vous avez quand même la chance d'avoir Michele avec vous. Je ne vais pas faire la bio de Michele, il le fera mieux que moi. Peut-être juste vous dire le contexte de cette exposition et de ce catalogue qui nous réunit aujourd'hui. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai proposé à Michele en plusieurs étapes et qui prend pour origine une rencontre que j'ai eue avec une de ses œuvres en 2017 à la Biennale de Venise, qui s'appelait Viva Arte Viva, dans laquelle Michele présentait une des pièces d'ailleurs que l'on a remontrées dans l'exposition, dans le grenier, qui s'appelle Janascode. Et cette exposition, en tout cas cette pièce, a été l'occasion pour moi de rencontrer Michele d'une part, de rencontrer aussi un travail beaucoup plus vaste que l'œuvre qui était exposée à la Biennale de Venise. Et ce projet, qui a débuté en 2017, a pu aboutir en 2020, même 21, puisqu'on a reporté l'ouverture de l'exposition initialement prévue à l'été 2020, à l'automne, au printemps 2021. Et jusqu'à en fait ce projet d'exposition, comme je le disais, qui investit l'ensemble du musée. Et pour lequel, en fait, Michele a pensé un parcours, il va pouvoir vous détailler, un parcours complexe, rhizomatique, mais extrêmement poétique et très diversifié, puisque la pratique de Michele ne se cantonne pas forcément qu'à un seul médium, comme vous allez pouvoir le découvrir. J'ai été clair, Michele? Michele? Oui, attends, j'attends mon ordi. Ok. Alors, bonsoir à vous tous et merci à l'école. Je suis plus que ravi d'être ici parce que depuis un an, la région est devenue un peu ma deuxième patrie après Paris. J'habite à Paris. Comme Sébastien vous disait, notre première rencontre, ou les rencontres de Sébastien avec une œuvre à moi, c'était lors de la Biennale de Venise. C'était une œuvre que j'avais produite en Sardaigne qui s'appelle Janascode et qui a été réactivée lors de cette exposition. C'était une œuvre qui était très marquée par une sorte de recherche, une empreinte anthropologique et archéologique de ma recherche.
Et la première fois que Sébastien m'avait parlé de l'exposition, de la possibilité de cette exposition, j'étais venu visiter les châteaux et les sites qui avaient été intéressés par l'impact il y a 200 millions d'années, 207 millions d'années, par la chute d'un météorite. Et c'est quelque chose qui m'avait inspiré aussi pour la suite, parce que l'exposition, ce n'était pas une exposition déjà préparée, parce qu'une grosse partie des pièces ont été modifiées, réactivées ou réadaptées pour cette exposition. C'était une exposition que m'a donné la possibilité de mettre un peu en discussion les derniers 12 ans de travail depuis que je suis arrivé en France. Vu que je suis italien de naissance, je suis né en Sardaigne, j'ai grandi en Sicile, donc les 2 îles majeures de la Méditerranée. Et celle de la Méditerranée, c'était une des thématiques que je voulais aborder avec cette exposition. Et avec Sébastien, on a conçu depuis les débuts de notre dialogue, une exposition qui avait une articulation ou une stratification, comme on disait, sur plusieurs niveaux. Donc, et comme les châteaux, si vous les connaissez, c'est un gros bâtiment sur 4 étages, sur 4 niveaux. Cette idée, on l'a développée de manière stratifiée, c'est-à-dire on a créé un premier niveau qui était sur les origines de la vie, sur les métamorphoses de la vie, des formes de vie sur cette planète, en faisant une sorte de traversée temporelle depuis les origines de la vie jusqu'à maintenant ou jusqu'à une vision du futur. Un deuxième niveau avec le cœur de l'exposition qui est très marqué par l'aspect anthropologique et politique de l'exposition, et un troisième niveau qui est le soi-disant niveau archéologique ou une sorte d'exploration archéologique dans lequel il y a, comme disait Sébastien, cette œuvre qui était à Venise, Janas Code. C'était un peu le point de départ parce que j'ai travaillé à cette installation depuis les débuts de ma venue en France, et c'était lié à une recherche dans des grottes de l'époque néolithique. L'époque néolithique, pour moi, c'était la vraie époque d'une révolution technologique, la vraie révolution technologique qui avait intéressé l'humanité. Parce que nous, on pense que la technologie, c'est uniquement quelque chose qui nous concerne par rapport aux outils, soi-disant technologiques, ordinateurs, téléphones, portables et tout ça. Mais la vraie révolution technologique, avait été faite entre le XXe et le XIIe siècle avant notre ère. Et c'était l'époque dans laquelle il y a des choses qui ont été inventées comme la céramique, l'utilisation du bronze, mais aussi les premières formes de socialisation, les premières formes de bureaucratie, des transmissions des biens, donc une articulation complexe de notre société. Donc c'était une des points de départ, et à cette époque-là, j'avais découvert qu'il y avait une différence sur un des aspects archéologiques qui est dans lequel on trouve des témoignages dans toute la Méditerranée, y compris en France. C'est des grottes qui sont percées dans les rochers, et c'était des architectures et des architectures funéraires. En Sardaigne, on les appelle Domus de Janas, mais ce qui concerne ces grottes en Sardaigne par rapport au reste de la Méditerranée, si je parle de la Méditerranée, je parle de la Palestine, Liban, jusqu'à la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et tout ça. La différence, c'était que ces grottes en Sardaigne étaient meublées à l'intérieur, chose qui me laissait penser que ces gens, ils croyaient qu'il y avait une vie après la mort, et que la mort, c'était vraiment question d'une nuit. Et donc j'ai commencé à fantasmer, à articuler ma pensée autour des pratiques cosmiques qui étaient typiques de cette époque-là, et donc une relation très forte entre les êtres humains, la société, les rituels collectifs et la nature. Et récemment, il y a 5 ans, j'avais discuté avec une archéologue qui est une spécialiste de ces genres de structures,
Et il m'avait dit que les mêmes grottes meublées, on les trouvait dans les bassins parisiens. C'est une aire archéologique qu'on trouve à une centaine de kilomètres de Paris, et qui témoigne d'un passage ou des échanges très forts entre les lieux où j'habite maintenant, donc Paris, et les lieux où je suis né, la Sardaigne. Donc c'est à partir de ça que je vais essayer de créer un univers, pas une grotte, mais ce qu'on pouvait trouver dans les grottes. Donc des tables qui étaient les meubles, qui témoignaient de ces meubles qui sont restés comme témoignage archéologique dans les grottes, et tout un dispositif d'objets en céramique, en plusieurs matériaux, qui dialoguent entre eux et qui sont une sorte de témoignage, de revisitation temporelle de cette expérience qui était les néolithiques. Je dois dire que dans ma vie, j'étais beaucoup fasciné par l'œuvre de Joseph Beuys. Beuys, qui est un artiste séminal pour notre contemporanéité, c'était quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur la recherche, qui a centré sa recherche sur cette époque, sur les néolithiques, parce que lui aussi, il croyait que les néolithiques, c'était un moment topique de l'humanité, du genre humain. Et comme je vous disais, c'est un des passages de cette expo, c'est un peu le cœur de l'expo, c'est la première démarche depuis que Sébastien il avait fait connaissance avec mon travail. Mais depuis que je suis à Paris, naturellement, j'ai approfondi des autres débats qui concernent la contemporanéité, et surtout, je vous parlais des métamorphoses et de la relation entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, on est confronté à un effondrement soit de notre civilisation, à mon avis, mais aussi du système écologique, comme tout le monde est au courant. Et ça, bien sûr, la COP26 ou toutes ces manifestations politiques essaient de trouver des solutions, mais c'est des solutions, je vais dire, un peu technocratiques, tandis que la vraie solution, je pense que c'est quelque chose que nous connaissons déjà. De ça nous parlent Viveiros de Castro ou Philippe Descola, que sont ces deux anthropologues et philosophes qui essaient de mettre en valeur les pratiques, par exemple, des Amérindiens qui, depuis toujours, communiquent, ont mis sur le même niveau les êtres humains, la société humaine avec la société végétale, la société animale et les mondes minéraux. Et effectivement, je pense que c'est une des solutions à laquelle j'ai consacré une partie de cette exposition de mon travail et qui intéresse en grosse partie les premiers niveaux de l'exposition, premier étage, et la partie centrale dans laquelle je vais créer une installation, une sorte d'assemblée parlement qui s'appelle The Inner State, qui joue sur les termes du state comme un état individuel ou un état collectif, même à niveau politique. Et je vous disais que cette exposition était partie d'une installation. Après, au fur et à mesure qu'avec Sébastien, je veux dire, grâce ou à cause du premier confinement, nous a donné la possibilité de continuer à réfléchir sur une articulation presque globale sur la totalité de mon travail, parce que moi, comme je disais à Yves Chodouek, avant, je considère l'art comme une expérience totale, et donc, mais malgré le fait que les artistes, un peu dans le passé, ils se sont hyper spécialisés sur certains médiums, pour moi, cette expérience... pardon, Alessia, viens. Ouais. Et cette expérience, l'expérience d'un artiste, c'est une expérience à 360 degrés. Moi, je suis sculpteur, je suis peintre, je fais des installations, je travaille avec les sons, je travaille avec la vidéo, mais je travaille aussi avec les décors du théâtre. Et je pense que cette exposition montre bien cette pluralité d'intérêts et cette démarche qui n'a jamais un commencement et une fin. Et justement, c'est le titre que je vais choisir avec Sébastien de l'Expo. C'est un des titres des essais de Montaigne
C'était un philosophe qui m'avait beaucoup intéressé pendant ma formation en Italie. C'est un philosophe qui partait des détails de la vie quotidienne pour atteindre une ampleur philosophique qui expliquait les clés des fonctionnements de la société et de l'homme. Alessia maintenant vous montre la première salle de l'exposition au premier étage. C'est des tables îlots conçues comme des fossiles ou des structures, des insectes qui bougent ou en même temps des îlots qui se rejoignent et qui montrent toute une série de sculptures en céramique, en terre crue ou des assemblages. C'est une installation qui s'appelle Morphogenesis et qui parle justement de comment notre vie s'est développée. Moi, j'avais commencé une réflexion sur ça il y a quelques années lors de ma rencontre avec Thomas Ems. C'est un scientifique de Paris Agrobiotech. C'était quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Infravie. Infravie, c'est un néologisme qui parle de comment la vie s'est développée à partir de certaines formes d'humidité ou des contacts entre l'argile et les premières formes d'ADN ou d'acides ribonucléiques et qui ont donné vie aux premières formes de vie. Si nous, on pense qu'aujourd'hui, on discute toute la journée d'un virus, en effet, un virus, c'est une forme vivante et c'est quelque chose qui peut donner vie à des autres formes au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, là, cet aspect, Alessia, elle vous montre là des sculptures, une céramique et une autre sculpture, c'est un premier plan. C'est un disque, une demi-sphère en béton avec un fossile d'il y a 120 millions d'années qui est incrusté, c'est les fossiles d'un oursin, sur lequel j'avais fait une combustion des pigments. Et donc la réaction entre l'activité d'aujourd'hui d'un artiste et qui dialoguait avec une pierre qui en effet c'était un être vivant et qui est devenu un minéral. Je considère les reins minérales totalement faisant partie de l'aspect vital de cette vie sur la planète, sur cette planète. Là, c'est la deuxième salle et c'était une série de sculptures en verre. Sébastien vous parlait du fait que moi, j'essaie d'explorer tous les médiums. Donc, j'essaie de me confronter avec la matière. C'est un défi vraiment quotidien et qui fait partie de mon... C'est vraiment le centre de mon intérêt dans les démarches artistiques. Et au milieu de la salle, posée sur des tables, il y a 10 sculptures en verre fabriquées à l'atelier Seguso à Murano. Seguso, c'est une famille que depuis le XIVe siècle avait fondé cet atelier et qui tient toujours cet atelier à distance de 700 ans. Et c'est encore aujourd'hui l'atelier le plus ancien au monde. Donc, moi, j'avais commencé à dialoguer avec ces gens parce que j'ai un grand respect pour l'activité des artisans, qu'aujourd'hui, qu'on est confronté avec une société complètement dématérialisée, ça devient un point de contraste, mais en même temps, à mon avis, un argument de dialogue entre une autre forme de vie qui essaie toujours de trouver des systèmes pour renoncer à faire quelque chose et une vie comme celle des artisans qui se confrontent tous les jours avec la matière, avec les feux. Par contre, par ailleurs, ici, Limoges, c'est vraiment une des villes dans lesquelles les enjeux entre l'activité humaine et les feux a pris une très très grande importance avec les techniques de la porcelaine, de la céramique et tout le reste. C'est une des raisons par ailleurs pour lesquelles l'exposition a été faite avec des collaborations. C'est-à-dire on a créé des œuvres en collaboration avec les crafts de Limoges, mais aussi bien des sculptures en verre réalisées en collaboration avec les Sirva de Marseille. Donc, comme je vous disais, j'essaie d'explorer tous les médiums
et de créer une sorte de dialogue poétique dans lequel je vous parlais de l'anthropologie, de l'archéologie, mais aussi la littérature, le théâtre, tout est une source d'inspiration pour mon travail. Là, maintenant, vous regardez des œuvres qui s'appellent Yanascode, elles aussi, elles sont comme des lettres dans lesquelles les mondes animal et minéral et végétal se confrontent, parce que c'est des grilles, c'est des treillis soudés utilisés pour l'architecture, donc c'est du fer minéral avec des fils de laine, c'est le monde animal, des fils de coton, c'est le monde végétal, et des objets accrochés, normalement c'est des objets archéologiques ou des pierres, donc encore le monde minéral ou encore des plantes ou des petits insectes. Et je les considère comme des pages qui parlent d'une histoire, de cette idée de la temporalité, parce que le temps, c'est au centre de toutes les questions dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, le temps, c'est une convention humaine. Nous, on utilise le temps pour, justement pour notre journée, pour le travail, pour tout ce qui nous concerne. Mais la temporalité aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un élément central, parce que, comme je vous disais, on est confronté avec une chute de l'écosystème, et on doit regarder à ce qu'on est vraiment à nos origines et à remettre en discussion ces parcours, ces chemins qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, surtout avec l'industrialisation et la création d'un système de destruction de la planète et du système écologique. Là, c'est une série de dessins qu'on avait choisis avec Sébastien qui voulait donner une place importante à ma pratique du dessin. C'est par ailleurs la pratique quasiment quotidienne qui est à la source de toutes les formes, de toutes les techniques que j'utilise. Et c'est des dessins, des formes hybrides entre l'humain, les végétales et l'animal, qui créent une sorte de danse qui introduisent à des autres univers. Sur ça, je voudrais que Sébastien il vous parle aussi de la raison pour laquelle son intérêt pour les dessins, c'était une des lignes conductrices de cette exposition, parce qu'il y a des dessins un peu partout dans l'exposition. Et justement, pendant mes séjours à Rochechouart, qui sont plutôt fréquents, j'avais même conçu une série de dessins nocturnes inspirés par la nature de Rochechouart. Je crois que mon expérience pour cette expo, c'est quelque chose qui va se projeter aussi dans le futur, parce que récemment, grâce à Chantal Texier, j'ai fait la connaissance d'un scientifique qui a créé un centre de recherche sur la météorite et sur les impacts qui intéressent la planète, notamment celle de Rochechouart, mais que je voudrais universaliser, donc transférer dans une autre partie de la Méditerranée pour la prochaine biennale d'art de la Méditerranée, que je voudrais réaliser en collaboration avec le musée Rochechouart. Sébastien? Oui, je suis là, je t'écoute. Alors moi, j'ai pas les images exactes, en tout cas, c'est resté figé sur la première, donc je ne sais pas exactement sur quelle image tu es. Ceci étant... Les cinq dessins du premier étage. D'accord. Non, la pratique du dessin, oui, j'ai été très marqué assez rapidement par l'omniprésence du dessin dans ta pratique, puisque tu as une pratique quotidienne du dessin depuis fort longtemps. Tu peux dire depuis quel âge? Depuis quel âge dessines-tu tous les jours? Oui, tous les jours depuis 48 ans. Voilà. Donc depuis que tu es enfant, c'est quasiment... En tout cas, c'est impressionnant, quoi. On arrive face à des milliers de dessins et j'étais assez subjugué, comme tout conservateur et commissaire d'exposition, de voir me noyer littéralement dans ces flots de dessins avec beaucoup de joie. Et de voir à quel point le dessin, en tout cas, tu arrives à renouveler aussi ta pratique en tout cas dans ce médium,
en particulier. Et moi, j'étais très intéressé pour que le dessin, mais pas que, aussi la peinture d'ailleurs, qu'on voit peu en France, en tout cas, la partie culturelle n'est pas forcément la plus vue. Qu'elle puisse créer un fil rouge, effectivement, dans l'exposition, et que chaque salle ait une présence soit du graphique, en tout cas soit de l'art graphique, soit de la peinture. Pour moi, c'était intéressant qu'il y ait toujours cette coexistence entre différents registres qui vont parler des grandes thématiques, des mêmes grandes thématiques, mais avec des orientations très différentes et très complémentaires. Tu parlais tout à l'heure de Ségouzou avec cette grande pièce en verre, et c'est vrai que alors cette pièce elle est plus visible actuellement parce que ça on l'a pas dit, c'est que l'exposition elle a connu un petit réaccrochage en septembre, début octobre, et donc on a décroché le premier étage, dont vous voyez encore quelques images à l'écran. Et pour présenter une exposition de groupe qu'on avait envisagé de faire à ce moment-là. Et puis, on a remasterisé, ce qui était aussi intellectuellement très intéressant avec Michele. On a réaccroché le deuxième et le troisième étage en conséquence. Donc, il y a quasiment 2 expos dans la même année de Michele Cicciofera au musée de Rochechouart. Alors, effectivement, comme disait Sébastien, l'expérience avec Ségouzou, c'était juste une étape parce que les collaborations et les activités, l'idée, c'était pas d'avoir une exposition statique, mais c'était une exposition qui avait commencé bien avant avec la production dans plusieurs centres. Je vous parlais avant du Craft, du Sirva, mais qui a, pendant l'exposition, a connu des autres moments, notamment avec l'activité du musée, des ateliers. C'est une activité très, très importante gérée par Angeline et Chantal, et qui a vu une confrontation avec un public de tous les âges, et que pour moi était un moment très très intéressant, je dois dire totalement différent des autres expositions que j'avais eues, et qui a donné un sens complètement différent à mon travail. C'est une des raisons pour lesquelles je viens très très souvent dans Limousin. Et je crois qu'aujourd'hui, l'art doit se confronter effectivement de plus en plus avec un dialogue social. C'est une forme de dialogue, et l'idée d'une muséalisation de l'art, c'est quelque chose qui va un peu contre mes principes. J'ai trouvé en tout ça, Sébastien et les musées en général très ouverts, ou même ils m'ont poussé à faire ça encore plus. Et donc l'idée d'une exposition, je considère cette exposition, je vous disais qu'il m'a marqué beaucoup, je la considère comme un acte vivant. Donc à chaque fois que je viens, c'est comme si je suis dans mon atelier, je continue à travailler, à faire vivre chaque sculpture, chaque tableau, chaque dessin. Et cette expérience, une partie de l'accrochage de l'exposition a été aussi très très dynamique parce que une grosse partie des œuvres avait été conçue pendant les premiers confinements, et donc c'était des œuvres qui n'avaient jamais été exposées, donc ont été très souvent modifiées pendant l'accrochage. C'était une sorte de production atypique faite directement dans les espaces d'exposition, et ça m'a permis même de réarticuler l'essence conceptuelle de certaines œuvres. Alessia, elle vous montre maintenant une peinture qui s'appelle The Green Kingdom. C'est un procès entamé par les arbres à une communauté humaine, et c'était l'introduction à une salle c'était vraiment une des salles principales du dialogue entre mon travail et l'espace muséal, donc et l'histoire du château. Je vous disais avant que l'aspect du temps
et de l'histoire, c'est quelque chose qui est très très important dans mon travail, et par ailleurs je crois que c'est une des axes principaux de la recherche du musée, donc les rapports à l'histoire et à la mémoire. Et là, l'image que vous voyez, c'est la salle des chasses. Donc, c'est une salle dans laquelle la présence des fresques historiques du musée évoque la vie du château et de la famille des Rochechouart. Et c'est là que j'ai essayé de mettre en dialogue une série de personnages qui ne sont rien d'autre que des arbres ou des cadavres d'arbres que j'ai récupérés à Paris, à côté de mon atelier dans l'11e arrondissement. Lors des orages. Donc à chaque fois il y avait un orage, je me baladais les matins pour chercher des branches d'arbres à revitaliser. Donc j'essayais de redonner vie à une nature souffrante, à une nature qui avait été blessée à travers un geste, à travers ce que j'ai fait. Donc elles devenaient des sculptures, sont devenues des sculptures, mais surtout une installation qui fait parler, qui fait dialoguer ces arbres, dans ces cas-là, avec les paysages, les fresques du château. Cette expérience, en particulier cette salle, dans un premier moment de l'accrochage, avait été conçue dans une autre salle. C'était une salle, un peu un white box, une salle blanche, et à l'initiative de Sébastien, qui est le commissaire de l'exposition, a décidé de déplacer ces sculptures-là et de les faire dialoguer justement avec l'histoire du château. Donc moi j'avais été très surpris et très touché les jours que je suis arrivé. J'ai trouvé mes sculptures que je retrouvais encore plus vivants parce que, comme je vous disais, pour moi c'est des personnages. Et justement c'était un peu l'introduction à cet autre chapitre qui parle d'écologie, qui parle de l'écologie mais sur un prisme beaucoup plus politique. Je vous disais que je suis très concerné par la question écologique depuis ma première jeunesse. J'étais un activiste déjà à l'âge de 14 ans en Italie, et donc j'essayais de manifester, de me battre pour cette question-là. Je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu énormément de temps, donc la centralité dans mon travail de cet aspect écologique est devenue presque imposante. Et là, vous voyez, comme je vous disais, des branches d'arbres dans lesquelles il y a toute une série d'objets trouvés que je considère partie d'une mémoire vivante. Donc les objets trouvés, en général, comme avant, je vous parlais de l'importance de la mémoire dans mon travail. L'objet trouvé comme des canettes, une fourchette qu'on a vue avant accrochée dans une des sculptures, ou des bases, des lampes, c'est quelque chose qui garde la mémoire, c'est ce que j'appelle memory recorder. C'est quelque chose qui a enregistré la mémoire qui était vécue d'un objet pendant une autre vie. Si un objet, par exemple la canette, il y avait une bière que quelqu'un a bu, c'était un acte de mémoire. Cette idée du temps entre le passé, le présent et le futur, je les considère très important parce que je considère que la contemporanéité comme une porte ouverte entre le passé et le futur. Le futur, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Le passé, on connaît les moments actuels, c'est vraiment une fraction de secondes. Déjà, ce que je vous dis il y a 2 minutes, c'est du passé. Et donc cette porte, elle est toujours ouverte. Il y a plein de philosophes qui ont abordé la question de la temporalité du temps. Et je pense que la centralité de cet aspect dans le travail, dans les démarches de l'art d'aujourd'hui, de l'art contemporain, sont nécessairement centrales. Ici, l'image qu'Alessia vous montre, c'est l'introduction à un autre chapitre. Il y a des briques qui sont posées au sol et c'est encore un travail sur la mémoire, mais qui fait partie d'un projet ouvert. Souvent, dans mon travail, les œuvres, comme je vous disais, de la période du moment de l'accrochage de l'exposition, c'est des œuvres que je considère ouvertes. C'est-à-dire, c'est des œuvres qui sont jamais terminées.
Et là, il s'agit d'une bibliothèque créée avec des briques. C'est une œuvre que je vais commencer en 2016 et que j'ai exposée dans plusieurs lieux en Chine, au Maroc, en Sicile, en Italie, Florence et là maintenant à Rochechouart. C'est une sorte de bibliothèque avec l'idée de Jorge Luis Borges, que je considère comme un des intellectuels central pour notre contemporanéité, mais surtout quelqu'un qui travaillait sur la mémoire et la temporalité de manière magistrale. L'œuvre est constituée des milliers de briques que je récupère à chaque fois que j'ai une expérience liée à une exposition. Et c'est des briques anciennes, que c'est des memory recorders, donc c'est des composants des architectures, dans ces cas-là, celle de Rochechouart, que j'ai récupéré sur place. C'était un acte volontaire de marquer cette exposition avec un chapitre de cette bibliothèque. Et c'est des briques dans lesquelles j'écris ou je dessine de manière presque automatique, parfois de manière abstraite, des autres fois avec des morceaux littéraires que j'ai beaucoup aimés, comme par exemple il y a un poème d'Antoine Artaud, il y a un texte de James Joyce, ou une autre pièce dans laquelle je parle d'Héliogabal, c'était un empereur romain. Et cette partie est justement encore disposée par terre comme s'il s'agit de quelque chose dans lequel il y a des fouilles archéologiques qui sont encore en cours et qui va rejoindre l'autre partie de la bibliothèque qui est mieux organisée au 3e étage, dans laquelle des tables et des bibliothèques elles sont disposées pour pour témoigner l'existence de cette bibliothèque, la vie de cette bibliothèque qui va continuer au fur et à mesure dans ma vie. Cet acte sur les briques anciennes, la brique c'est un objet que moi je considère très très simple. Je vous disais, c'est un objet que nous, aujourd'hui, on pense ça fait partie de la technique d'architecture, de la manière de bâtir des maisons. Mais la brique, elle contient la terre. La terre, c'est l'archétype par excellence. C'est transformé en brique grâce au feu. Et quand moi j'écris avec un espèce de petit flacon, avec des pigments, des émaux. Et après, il y a encore un moment de purification conceptuelle quand je mets la brique dans le four pour nettoyer la brique de la chaux et de toutes les impuretés, et encore une fois pour fixer, vitrifier les émaux sur les briques. Et c'est là que mon geste il s'inscrit dans un processus de longue durée dans lequel il y a eu quelqu'un qui a cherché la terre, quelqu'un qui a façonné la brique, quelqu'un qui a fait la cuisson. Et donc c'est une forme de stratification de la mémoire. Donc ce que je fais, c'est une manière de s'inscrire dans un processus de longue durée. Et donc pour cette raison, l'œuvre The Library of Encoded Time ne pouvait pas être une œuvre terminée à un certain moment. Donc cette partie-là qu'on vous montre sur l'écran, c'est la partie de Rochechouart qu'à partir de la prochaine exposition, ça va être installé sur les tables ou sur les bibliothèques, et il y aura encore des briques dans notre lieu qui vont être au sol pour témoigner du dernier passage. Là, cette salle, encore, ça c'est des livres que j'appelle The Bees Book. Vous avez bien compris que je suis très très intéressé à tout ce qui se passe au niveau de la nature, avec les mêmes regards et la même attention que je donne aux activités humaines. Et là, c'est des nids d'abeilles qui deviennent livres avec des incrustations de verre ou une capsule de champagne. Et c'est encore, ça fait partie d'une autre bibliothèque, c'est la bibliothèque des abeilles. Moi, j'étais très fasciné par les recherches d'un linguiste, Émile Benveniste, que à la moitié du XXe siècle avait étudié les langages, les mouvements
et des abeilles. Ça reste toujours quelque chose de très fascinant pour moi, c'est très très mystérieux. Et par ailleurs, il y a juste une semaine, Nature, une revue américaine, avait publié les langages des abeilles lors des agressions par des autres insectes. Donc les abeilles sont toujours en danger par la pollution des autres micro-organismes, mais surtout elles sont agressées par des autres insectes. Et donc elles ont développé un langage pour une sorte d'alerte collective. Et donc là, nous, on découvre aujourd'hui que le langage des abeilles, c'est encore plus complexe. Donc à un niveau collectif, ils ont une forme de solidarité que moi je trouve extraordinaire, et c'est une des raisons pour lesquelles les livres des abeilles, pour moi, c'est comme des livres qui composent un mosaïque du mystère de la nature qui mérite encore plus d'attention. Là, on est dans la tour du château avec une série de totems. C'est toujours c'est des assemblages des sculptures. C'est le résultat d'un assemblage de plusieurs matériaux. Il y a du bois, il y a de la céramique, il y a du papier mâché. Et je vous ai dit que les titres de cette installation, c'est The Inner State. C'est l'état intérieur ou l'état intérieur à niveau individuel ou l'intérieur de l'état à niveau collectif. Et les plans circulaires de cette salle de la tour, ça m'a donné la possibilité de reproduire une sorte d'assemblée des parlements qui accueillait les visitateurs une fois qu'ils rentraient dans une sorte d'acte collectif ou de jugement. L'idée que la nature peut nous juger aujourd'hui, c'est quelque chose qui marque beaucoup ma pensée. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça, c'est une des œuvres sonores de l'exposition, parce que les sculptures ont un dialogue avec les sons. C'est un son enregistré, c'est des sons de la nature avec des oiseaux, mais après qui se mélangent avec des cloches de vaches ou des moteurs enregistrés à Paris. Et aussi, je voulais que la théâtralité de cette installation dans cette salle qui est très marquée par la structure en béton armé, non l'autre, celle d'avant, en béton armé, mais aussi l'éclairage crée un rapport avec les ombres. Je ne voulais pas aplatir l'installation avec un éclairage très contemporain qui annulait les ombres, et donc je voulais qu'il y avait un double dialogue, une projection de chaque sculpture, de chaque figure, pour créer une sorte de communication entre les visiteurs, les spectateurs et les sculptures. Effectivement, ça c'est quelque chose qui me concerne beaucoup, l'attention du spectateur ou la possibilité que l'art a une vie ultérieure grâce au geste du spectateur, au geste critique. Un des tableaux de l'exposition, c'est un tout petit tableau qui est dans la salle des chasses, la salle avec les fresques. S'appelle Les spectateurs émancipés. C'est un titre tiré d'un livre de Rancière qui fait appel aux spectateurs, donc aux gens qui vont visiter des expositions, de ne pas avoir juste un rôle de spectateur, donc passif, mais de réagir, de mettre en discussion les œuvres. C'est quelque chose qui rend le travail d'un artiste encore vivant. Je vous parlais avant des problèmes gigantesques comme l'effondrement de la civilisation ou la crise écologique globale. Et encore, je trouve que l'activité d'un artiste, c'est quelque chose qui peut amener une réflexion. Si cette réflexion est accompagnée ou elle trouve encore une ampleur à travers la pensée du spectateur, ça peut multiplier les rôles et l'attitude de l'art de nous amener à des réflexions.
Ici, j'aimerais bien que Sébastien il parle de cette pièce parce que c'est la pièce centrale. Centrale, c'est le cœur de l'exposition, celle qui témoigne aussi de la collaboration très importante pour moi avec le CIRVA de Marseille. Et c'est le Centre international de recherche sur le verre. Et donc c'est une installation site spécifique qui a été créée in situ pour les musées rochechouart. En effet, c'est la reformulation, la revisitation d'une installation qu'ils appelaient Atlantropa, dont je vais vous parler après, présentée la première fois à Palerme pour l'exposition In the Middle of the Middle. Et justement, c'est une installation qui a été créée exprès pour les musées rochechouart, essayant d'utiliser des matériaux repérés sur place, comme les sacs en jute qui viennent de Limoges, ou des chutes en cuir qui sont très typiques des Saint-Junien. Sébastien, tu peux nous parler de ça? Oui, j'imagine que vous projetez dans City of Transparent Wind, qui est une installation assez globale, puisqu'elle est à la fois visuelle, auditive et olfactive. C'est véritablement effectivement le cœur de l'exposition. C'est une pièce qu'on a produite spécialement pour cette salle, qui est très étonnante, puisque c'est une salle avec un parquet ancien en châtaignier qui date du XVe siècle, mais la salle a aussi une légère déclinaison, puisque on peut percevoir d'ailleurs à l'écran, elle a 15 cm d'écart entre la partie haute et la partie basse de cette salle, ce qui a tout de suite fait penser à Michele, en tout cas ce qui est évoqué chez Michele, la cale d'un navire, qui résonne fortement avec la bande sonore de cette pièce, qui a été produite initialement pour la Documenta 14 en 2017, à laquelle Michele a été invité, à la fois à Athènes et à Kassel, et dans lequel il a proposé cette bande-son qui est diffusée notamment à la radio, mais pas que. Donc, on va dire une œuvre purement immatérielle, mais qui évoquait des sujets eux très matériels, à savoir la crise migratoire en Méditerranée, et notamment dans le canal de Libye, donc cette zone entre les côtes libyennes et le sud de la Sicile. Et donc Michele est allé à bord d'un bateau de pêcheurs dans cette zone et a collecté un certain nombre de bruits, d'enregistrements, à la fois sur le bateau, mais également environnementaux, et qui nous entraînent effectivement dans la réalité de cette zone, entre la pêche traditionnelle, les échanges commerciaux à l'échelle internationale, voire mondialisée, et puis cette grave crise migratoire que nous connaissons depuis malheureusement plusieurs années, et qui s'enracine effectivement beaucoup plus lointain dans l'histoire du bassin méditerranéen. À partir de cette pièce sonore, Michele a expansé le dispositif en imaginant une pièce totale, qui là prend racine avec ces sacs en toile de jute qui sont issus de la culture du café, en tout cas culture commerce du café, que nous avons récupéré effectivement sur Limoges auprès du fabricant RL, donc un des grands fabricants de café du sud-ouest de la France. Il était vraiment important pour nous que l'ensemble des matériaux proviennent d'une échelle locale et qu'on ne soit pas en train d'importer de l'autre bout du monde de nouveaux produits. Ces sacs de café sont disposés à la fois au sol et sur les murs en forme de drapeaux. Donc vous avez 6 drapeaux, 3 de chaque côté, sur lesquels on retrouve notamment de manière textuelle les noms des pays producteurs: Éthiopie, Panama, Colombie, pour n'en citer que quelques-uns, et de quelques ports d'introduction en Europe, comme Le Havre ou Marseille.
Donc on voit déjà sur l'aspect textuel de ces drapeaux se dessiner une géographie mondiale entre des pays producteurs qui vont être dans un hémisphère sud et des pays importateurs qui vont être on va dire dans l'Europe, en tout cas dans l'Europe et Amérique du Nord. L'idée étant ici de réaffirmer à travers cet exemple du café, qui est une boisson qu'on a l'habitude de tous consommer au quotidien, mais qui est également le deuxième produit le plus commercialisé au monde après le pétrole, comme me l'a souvent répété Michele, donc je lui emprunte la citation, c'est aussi une manière pour Michele d'ailleurs de nous ramener entre ce geste quotidien et très intime qu'on a tous le matin ou au cours de la journée avec cette boisson, et puis les désordres économiques mondiaux et la manière dont on peut tous participer à leur dérèglement. Vous trouvez au sol d'ailleurs ces sacs en toile de jute qui ont l'air de glisser à la surface du sol, avec un ensemble de sculptures en verre qui ont été produites spécialement par le CIRVA de Marseille, selon des dessins préalables de Michele. Alors, je ne sais pas si Michele a aussi prévu de montrer les dessins préparatoires, parce qu'il y a une très grande proximité entre le dessin préparatoire et l'œuvre réalisée. C'est d'ailleurs assez bluffant quand on voit la technicité et le poids de ces objets, puisque là on est sur des pièces qui font environ entre 30 et 40 kilos, et qui sont donc extrêmement techniques à façonner pour les artisans verriers du CIRVA, qui est donc le Centre international de recherche des arts du verre de Marseille, qui n'est pas un atelier commercial, mais un centre d'art, comme le Craft d'ailleurs. On a là deux exemples assez complémentaires, avec lesquels d'ailleurs on a eu la chance de collaborer pour ce projet d'exposition. Et olfactive, donc je termine juste sur la dernière notion, puisque visuelle et auditive, je l'ai déjà traité. Olfactive, puisque en fait, pour entretenir cette odeur de café dans la pièce, eh bien, on est chargé par Michele tous les matins, en tout cas c'est surtout mon équipe, Chantal et Angeline, qui sont d'ailleurs à Limoges avec vous, qui le matin aspergent l'ensemble des sacs de café que l'on a récupéré de la veille, et comme ça qui gardent cette odeur constante dans la pièce, et qui imprègnent petit à petit le tissu, la toile de jute, et qui font partie de cette idée de cette sédimentation, de ces couches successives. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel Michele pourra revenir, d'ailleurs, la question de la sédimentation, qu'elle soit historique, mentale, est un sujet ô combien présent, voire omniprésent dans son œuvre. D'ailleurs, quand tu parles de memory recorder, on est vraiment sur une question sédimentaire. Et, donc Sébastien, il vous a parlé de l'œuvre The Density of the Transparent Wind. Moi, à ce point, je voudrais vous parler de ce qui précède cette œuvre, c'est-à-dire une recherche. J'étais j'avais croisé presque de manière casuelle une histoire, l'histoire de la plus importante utopie du XXe siècle, qui aujourd'hui c'est quasiment inconnu. C'est-à-dire en 1929, un architecte qui s'appelait Hermann Sorgel avait présenté un projet dans sa tête à l'humanité, mais c'était vraiment quelque chose qui avait été présenté à tous les médias de l'époque. C'était un projet qui s'appelait Atlantropa. Ce monsieur, c'était un architecte de la Bauhaus, et il s'était rendu compte, on était vraiment aux portes de la Première Guerre mondiale avait pris fin, on était en pleine crise économique, la crise du 29, et cet homme, il se rendait compte que pour donner un espoir ou un futur à l'humanité, il fallait aborder, mais de manière pratique, certaines thématiques. La première thématique, c'était celle énergétique, parce qu'il savait que l'énergie aurait été le
une des vrais problèmes, une des vraies causes de guerre pour l'humanité, pour les temps à suivre. La deuxième, c'était l'alimentation, parce qu'ils considéraient que les prix de l'alimentation, il y avait une grosse partie de la population mondiale qui n'avait pas les possibilités de s'alimenter. Et après, il y avait un autre problème, c'était l'aspect, soi-disant, politique des confrontations entre l'Europe, donc l'Occident, et l'Afrique. C'était à l'époque les tiers-mondes. Et donc Sorgel, avec un groupe d'intellectuels, la plupart qui faisaient partie toujours de la Bauhaus, ils avaient créé une fondation. Ils avaient présenté ces projets à la communauté internationale qui s'appelait Atlantropa. L'idée, c'était de créer des barrages au Gibraltar, aux Dardanelles et dans toutes les rivières qui donnent sur la Méditerranée pour faire évaporer un tiers de la Méditerranée dans un arche temporelle de 150 ans. L'idée, c'était de recréer un lac à la place de cette mer du Mare Nostrum pour créer des sources de production énergétique immenses qui auraient donné la possibilité aux États et surtout à l'Europe de rendre l'énergie gratuite. Donc imaginez déjà vous, ça c'était révolutionnaire. Bien évidemment, il avait calculé avec ces météorologues qu'il y aurait eu des bouleversements climatiques à cause de l'évaporation d'un tiers de cette mer. Et donc, il considérait qu'une partie de l'eau aurait intéressé surtout la zone prédésertique et désertique du nord d'Afrique. Et donc, il considérait encore qu'un autre problème, c'était la progression du désert à cause de la montée des températures, de la pénurie d'eau qui aurait intéressé le futur. Et donc, avec ces pluies, il considérait, il comptait de créer un immense bassin hydrographique dans le nord d'Afrique pour créer un pôle de production agricole dont toute l'Europe et l'Afrique auraient bénéficié de manière encore gratuite. Et après, le troisième passage, c'était la création des ponts sur une mer qui aurait baissé de 30% entre l'Italie, la Sicile et le Nord-Afrique pour créer un grand projet politique qui s'appelait Atlantropa. C'était l'union du continent africain et du continent européen. Et donc l'idée vraiment de dépasser la question du conflit entre l'Occident et les pays moins développés qui étaient aussi les résultats des politiques coloniales. Cette idée, bien sûr, ne pouvait pas plaire aux dictateurs de l'époque et surtout à celui qui était en train de gagner les élections allemandes du 1933. Et qui avait dans ses projets aussi la conquête de l'Afrique, mais avec les chars et les armes. Et donc, Sorgel, il a été arrêté, lui et des autres participants à cette expérience. La première chose qui m'avait marqué, c'était que même si on parle d'un projet de géopolitique assez avancé ou d'une utopie, les projets étaient financés avec les moyens, les ressources d'une galerie d'art de Munich, parce que la femme de Sorgel était une galeriste. Et donc, en effet, j'avais trouvé extraordinaire ces points de contact entre l'art et la naissance d'une utopie si importante, si globale, et si, encore aujourd'hui, si je pense que quelqu'un, en 1929, il proposait de retrouver une forme d'union entre l'Occident et le reste du monde, entre d'abattre les barrières économiques qui concernent l'approvisionnement alimentaire, énergétique et tout le reste, j'ai trouvé ça comme quelque chose d'incroyable. Et je trouvais encore plus incroyable le fait qu'en 2015, quand j'avais fait mes recherches, il n'y avait même pas un historien en Europe qui connaissait cette utopie, à part les historiens de la Bauhaus d'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que les raisons économiques, c'était plus simple, je pense, pour les majors énergétiques,
d'effacer complètement cette utopie qu'on trouvait sur les premières pages de toute la presse mondiale à cette époque-là, et qu'avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été complètement enterrée, et pour jamais plus parler d'une hypothèse pareille, d'une hypothèse d'un monde qui était vivable. Et donc cette idée m'avait ramené à l'idée d'une œuvre qui parlait de cette colonisation, du colonialisme, des désastres du colonialisme, mais à travers quelque chose comme le café, qui est vraiment un produit que nous, on considère basilaire pour notre convivialité, pour notre société actuelle, mais qu'en effet, c'est une plante qui est originaire d'Éthiopie, de la région des Kaffa. C'est une plante qui avait été nécessaire pour les formes de socialisation au Yémen, en Égypte, tout le reste du monde. Après, c'est devenu une marchandise très précieuse pour les cours européennes qui ont complètement exploité tous les pays colonisés à partir du XVIe siècle avec la production du café. Et même si, par exemple, les cafés, c'était, comme je vous disais, originaire d'Éthiopie, mais aussi d'une certaine région du Yémen, nous, on ne pourrait jamais faire à moins d'un café le matin, mais on peut faire à moins de penser qu'il y a une des cœurs de notre civilisation ou de la civilisation globale comme le Yémen, qui aujourd'hui est en train d'être complètement détruit. Donc cette réflexion, soit la colonisation, c'était juste un moment de l'histoire de l'humanité, mais c'était vraiment une sorte de photographie, je voulais créer une sorte de photographie autour d'un produit comme le café, pour expliquer que l'histoire souvent a besoin d'être relue, réexaminée, remise en discussion, et surtout, l'histoire c'est quelque chose qui nous amène à apprendre des choses. Donc cette œuvre, The Density of the Transparent Wind, justement c'est au centre de l'exposition parce que c'est un peu l'œuvre, soi-disant, on a dit la plus politique de l'exposition, mais moi je considère que toute l'art est toujours imprégné et a une valeur politique. On passe là maintenant au troisième étage de l'exposition dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est les briques qui sont posées sur des tables et des bibliothèques, et c'est l'archive, on peut dire, de cette bibliothèque du temps que j'ai créée à partir de 2016. Là, c'est les briques qui viennent une sélection des briques qui viennent des expériences précédentes. En particulier, en premier plan, il y a des briques qui ont été récupérées au musée Marino Marini de Florence. Le musée Marino Marini, c'est un monastère qui est en plein centre à Florence. C'est un des symboles de la Renaissance florentine. Et lors d'une exposition, pendant la préparation d'une exposition que j'avais eue en 2009, entre 2019 et 2020, je vais demander l'autorisation aux Beaux-Arts de Florence et à la direction du musée, qui à l'époque faisait des travaux de restauration dans le musée, de pouvoir récupérer des briques du musée. C'était une manière de m'inscrire dans une histoire de longue durée qui intéressait aussi la Renaissance, c'était une des périodes qui avait vraiment renouvelé, relancé l'importance de l'art. Et donc cette bibliothèque, c'est quelque chose que j'espère de pouvoir continuer jusqu'à la fin de mes jours. Et après, peut-être que ces sculptures-là, elles vont être récupérées par quelqu'un d'autre pour une autre utilisation. Donc la démarche, c'est vraiment de m'inscrire dans un processus de longue durée et quelque chose qui n'a jamais fin. Donc là, c'est encore une des parties de l'exposition, toujours au troisième niveau, dans la salle des charpentes du musée. Et c'est une sorte de danse des trois totems maisons qui sont, que j'appelle maisons zen.
Zen, c'est un terme qui était utilisé pour zone expansion nord. C'était une des utopies du brutalisme des années 60 qui a intéressé beaucoup des villes dans toute l'Europe, qui aujourd'hui, 30 ans, 50 ans après, se sont révélés plutôt des échecs sociaux ou même à niveau d'architecture. Et donc l'idée c'était vraiment de recréer encore des grottes, mais comme des bâtiments verticaux. Et c'est des œuvres qui sont marquées par le fait de réutiliser, donc les matériaux, les médiums utilisés, c'est uniquement du recyclage. Donc c'est du recyclage de bois, c'est du recyclage de carton, mais pour créer des compositions qui sont liées à cette idée de reconstruire une nature, de reconstruire quelque chose avec des déchets mais qui sont imprégnés de mémoire. Et là, il y a, par exemple, la partie écrite, c'est j'ai recopié une pierre phénicienne qui s'appelle la Stele di Nora. C'est une pierre phénicienne du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'était un document politique qui témoignait des passages des Phéniciens en Sardaigne et à travers la Méditerranée. Et dans un village qui à l'époque était une capitale, qui aujourd'hui c'est un tout petit village de 500 habitants. Donc encore, c'est un discours qui concerne l'histoire. Là, par exemple, il y a un balançoire, c'est un hommage à une petite statuette minoenne qui est conservée dans un musée à Crète et qui avait été retrouvée dans un sarcophage vide. C'est-à-dire c'était un sarcophage dans lequel il n'y avait pas un squelette, mais il y avait juste cette statuette, témoignage aussi, comme dans les tombes, dans les architectures funéraires de Sardaigne, du fait que la mort s'était considérée comme un jeu. Et justement, les balançoires, c'est quelque chose qui basculait entre la vie et la mort de manière très rapide. Là, on est sur les 9 tables dont on a parlé au début de notre conversation. C'est l'installation Janascode que je vais présenter la première fois à la Biennale de Venise. Comme vous voyez, c'est des tables populaires que j'avais récupérées dans 2 lieux de la Méditerranée et que j'ai exposé directement, j'ai utilisé pour disposer mes objets, la plupart c'est des céramiques ou des objets recyclés avec des fossiles, des journaux. L'idée c'était de créer une sorte de tissage où les meubles qui étaient à l'intérieur de ces grottes néolithiques, et sur chaque table il y a comme des chapitres. Là, Alessia, elle vous montre une boîte, un matériel, une sorte de livre avec un personnage, mais ce personnage n'est rien d'autre qu'un fossile d'il y a 2 millions d'années. Et sinon, qui se confronte avec des autres livres dans lesquels il y a des fossiles de notre civilisation contemporaine, comme des livres que vous voyez, c'est 3 livres fossilisés, ou 3 masses de papier fossilisés dans lesquels au milieu il y a la politique, à gauche il y a l'économie, il y a des économistes, des revues, des journaux économiques, et à droite en rose, enveloppé avec du fil rose, il y a la culture et l'art. En effet, l'effet d'envelopper l'information et les médias, c'est une manière presque automatique de relier les choses, de les fossiliser, de les conserver, de les garder et de les transmettre au futur. Là, c'était la table centrale d'introduction de l'installation dans laquelle il y a 2 petites ballerines avec une empreinte de fossiles, des fossiles qui s'appellent trilobites. C'était des petites langoustines disparues il y a 200 millions d'années, entre 300 et 200 millions d'années, que avait marqué l'attention d'un physique quantique qui s'appelait Wolfgang Pauli, sur lequel j'avais travaillé, j'avais découvert la correspondance entre Pauli et Carl Gustav Jung, les psychanalystes, et qui m'avait intéressé au point de produire une œuvre qu'on verrait après, qui est à la fin de l'expo.
Et après, il y a 2 jambes avec, c'est de la céramique avec un fil de fer et un petit bonnet qu'on voit une toute petite partie dans laquelle j'avais gravé les labyrinthes qu'on trouve à l'intérieur de la grotte de Lusanas. C'était un labyrinthe qui encore aujourd'hui, à 22 siècles de distance du moment dans lequel quelqu'un avait gravé ces symboles, les archéologues ils continuent à discuter sans comprendre pourquoi ils avaient gravé ces labyrinthes à l'entrée d'une grotte. Et là, c'est encore, ça fait partie de cette installation János Code, et il y a tout un langage qui est fait des livres, des petits tapis. Une partie de l'exposition, de l'installation, comme je vous disais, je l'ai créée. Donc les recherches archéologiques, c'était des recherches que je vais entamer en Sardaigne. Et dans ces dialogues, je vais rencontrer des artisans qui réalisaient des tapis, qui fait partie, c'est vraiment une des techniques qui est à la base de la pratique artistique. Les textiles et la pratique du textile, c'est aussi à la base d'une légende sarde qui était un peu au cœur de cette installation. Histoire d'un dieu qui avait abandonné ses fonctions, il s'était réfugié en Sardaigne dans une époque préhumaine et produisait du miel. Un foudre avait frappé une petite abeille transformée par réaction chimique en femme, et donc comme il devait abandonner de toute façon l'île pour reprendre ses fonctions de Dieu, il avait transformé les autres abeilles, créant la première communauté des femmes, et chargé d'attendre l'arrivée des êtres humains. Dans cette attente, pour passer le temps, ils avaient inventé l'art et donc la pratique du textile. Ça, c'est une légende populaire qui est encore racontée aujourd'hui, c'est à transmission orale, mais c'était aussi les centres souvent racontés par des écrivains, même des prix Nobel à partir de la fin du 19e siècle, ou encore aujourd'hui par des musiciens, des filmmakers en Sardaigne. Et donc, je trouvais que la transmission orale d'une légende populaire, c'était quelque chose qui traversait de manière horizontale les temps ou verticale les temps, selon les points de vue, mais surtout qui concernait autant la contemporanéité que l'histoire. Je considère que ces passages entre l'histoire et la contemporanéité, c'est toujours fluide. J'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de lignes de démarcation ou de barrières sur l'histoire de l'art. Et là, on arrive sur la deuxième partie de la salle dans laquelle il y a des sculptures verticales qui s'appellent Time Scale. C'est encore une réflexion sur l'aspect géologique de la planète. Et au fond de la salle, il y a cette grosse toile, c'était les draps de mon lit, dans lesquels j'avais mis l'homme qui tient la planète dans ses mains aux marges de la composition et au centre une sorte de danse d'un animal. C'est comme dans les Triomphes de la mort, œuvre très importante du XVe siècle qui est au musée de Palazzo Battellis de Palerme. Et donc c'était une réflexion, et j'avais utilisé les draps parce que c'était une réflexion sur ces dialogues épistolaires entre Wolfgang Pauli, donc les prix Nobel de la physique quantistique, et Carl Gustav Jung sur l'interprétation des rêves, et surtout qui avait donné vie, cette correspondance avait donné vie à la théorie de la synchronicité. Donc une idée générale, circulaire de comment les êtres humains ils doivent revisiter la mémoire archaïque pour comprendre la phénoménologie contemporaine, leur phénoménologie et leur mémoire actuelle. Moi, j'ai terminé avec la visite, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci tout d'abord, Michele, pour cette générosité de cette présentation et cette visite fabuleuse de l'exposition. C'est un bonheur. Y a-t-il des questions ? Je vous sens oui. Sous le choc. Il y a quelqu'un. Alors, oui. Est-ce qu'on peut faire passer
Bonsoir et merci beaucoup. Moi, je me posais dès le début les questions sur les tables parce que ça revenait beaucoup. Vous en avez parlé un peu à la fin des tables que vous aviez récupérées. Et, je ne sais pas si vous pouviez un peu plus préciser, parce que moi, quand je les ai vues au début, je m'étais dit que c'était juste des socles, en fait, de manière très pratique, et en fait, non. Oui. Et voilà. Alors, effectivement, donc, les tables sont très très présentes dans toutes mes expositions. Donc la table, en général, moi je la considère une sorte d'archétype de la vie domestique, et donc c'est très très présent dans mes installations. Donc c'est pas juste un socle. La table, comme je vous disais avant, normalement c'est des tables anciennes ou des tables récupérées, donc c'est des choses qui contiennent la mémoire. C'est quelque chose, donc moi, c'est des tables qui sont les résultats d'une recherche. C'est pas juste des tables que je trouve au coin de la rue. Et donc, je les sélectionne par rapport à c'est une sorte de dialogue que ça se crée entre moi et les tables. Et je commence à fantasmer, à réinterpréter la vie que cette table a eue. Et ce n'est pas uniquement la vie de la table, parce que sur une table, il y a quelqu'un qui a mangé, qui a travaillé, qui a étudié. Et donc, quand moi j'expose des tables comme ça, en effet, c'est une manière de m'approprier, de remettre en circulation cette mémoire. C'est comme une technique de recréer un mosaïque du temps, mais aussi de la vie, à travers un objet. Et donc, la présence des tables, c'est des tables comme ça. Dans des autres cas, c'est des tables que moi je dessine. Mais là, sont plutôt liés à des expériences. Donc, j'utilise les matériels, donc la partie minérale de la matière, pour dialoguer avec les sculptures. Si tu peux aller sur Yaras Code. Dans l'installation de Venise, par exemple, la présence des tables, c'était lié aussi au message du numéro 9. Donc, comme vous savez, j'imagine, dans toutes les civilisations, chaque numéro a aussi une signification. Le numéro 8, par exemple, c'est le numéro de l'infini. Le numéro 9, c'est souvent considéré comme un des numéros du mystère. Et donc, l'idée, quand moi je visitais ces grottes-là du néolithique, d'abord, je considérais la période néolithique comme une période révolutionnaire pour la société humaine, dont on bénéficie encore aujourd'hui, mais de l'autre côté, qu'une période vraiment de mystère, parce que j'arrive pas à donner des explications ou à traduire cette idée de comment la société qui précédait la période néolithique n'avait pas certaines connaissances, et au bout de 3-4 siècles, ces gens, ils changent complètement l'histoire de l'humanité et la projet des milliers d'années après. Si vous imaginez qu'encore aujourd'hui, nous, on mange sur des assiettes en porcelaine ou en céramique, c'est grâce à ces gens-là. Donc, l'idée des tables, c'était ça. Donc, toujours de relier, d'utiliser quelque chose, d'utiliser la mémoire ou les témoignages de quelque chose qui est lié, qui amène de la mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? De toute façon, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à visiter l'exposition, parce que malgré le fait qu'on a reformulé l'accrochage, il y a encore 2 étages assez complets de l'exposition qui sont vraiment une introduction, c'est une sorte de full immersion dans un univers. Je pense qu'aujourd'hui, un des défis pour les artistes, c'est toujours d'essayer de créer un langage qui n'est pas formaté ou qui n'est pas encore considéré. L'invention ou la recherche dans l'art contemporain, c'est quelque chose qui ne concerne pas uniquement les formes ou les matériaux, mais aussi les types de langage, un type d'esthétique. Donc ça fait partie de la recherche continuelle autour de l'art ou du message artistique.
Oui, visiter ou revisiter d'ailleurs. Revisiter. Parce que je pense qu'après cette conférence, on ne va pas forcément voir l'exposition de la même manière. Ouais. Merci pour cette question parce que, comme je vous disais avant, moi, je suis toujours très intéressé à l'œuvre de Jorge Luis Borges. Et Borges, il disait que la chose plus importante, ce n'est pas la lecture, mais c'est le fait de relire. Donc, relire quelque chose, c'est en effet une démarche qui nous amène à un passage plus profond sur l'exploration ou sur la compréhension de quelque chose. Aujourd'hui, je vous parlais de l'importance pour moi de reconsidérer, revisiter l'histoire. Et je pense que cette revisitation, c'est toujours quelque chose qui nous amène, qui nous rappelle qu'aller en profondeur dans les choses, c'est quelque chose qui est nécessaire, fondamental pour comprendre l'expérience humaine et pour essayer aussi de corriger ou de renverser des processus qu'on considère inéluctables aujourd'hui, comme par exemple la catastrophe naturelle. Un grand merci, Michele. Merci à vous.